Et vu que le tracteur broyait l'herbe, moi je me suis dit, bon, il faut que je coupe ça moi-même. Mais on avait acheté un moto faucheuse. Mais chaque fois que j'achète de l'outil, ça tombe en panne, tu vois. Le mécanique, c'est pas mon truc. Je paye pour réparer ça, c'est encore 1 000 €. Et c'est juste pour couper l'herbe, en fait. Je ne vais pas faire de revenus. Donc à ce moment-là, je pense qu'on a sorti les faux. Et on a rendu compte qu'en fait, 1,5 hectare, c'était beaucoup de faucher à la main. Et c'était pas très agréable. Ce grand champ, c'était pas un paysage d'un être humain. C'était un paysage d'un tracteur. En fait, moi, je vivais dans l'habitat d'une machine. En fait, si j'avais pas envie de bosser dans le champ, c'était parce que c'était pas mon habitat. Chez moi, dans mon jardin, tout est travaillé. Tu vois, j'ai pas de soi-disant du sauvage. En fait, mes cultures, c'est pas que dans le champ, c'est aussi sur les talus. Les arbres, ils font partie de mes cultures. Mais il y a certains qui me disent, bon, je ne veux pas toucher mes arbres, ils sont sacrés, les arbres. Moi, je dis, mais mon blé, mon seigle est sacré. Je ne veux pas dire que mon pain n'est pas sacré, mais je fauche mon blé aussi à un moment donné, mon seigle. En fait, c'est sacré, mes arbres, ça fait partie de ma vie, mais en fait, je les coupe. Et quand tu fais le cépage, c'est une façon ingénieuse du paysan que ça régénère. Et en fait, un arbre cépé peut vivre beaucoup plus longtemps qu'un arbre qui n'est pas juste en parlant de vie. Pour moi, chaque brin d'herbe est sacré. Chaque être vivant, c'est quand même à respecter. Avec la société d'aujourd'hui et les technologies, ça nous tire en une direction. On n'est jamais là, en vrai. Ni pour les gens, ni pour ses cultures, ni pour son jardin. On n'a plus de jardin. On est toujours ailleurs, on n'habite plus la terre. Et le résultat, c'est les machines. Tu aller à Paris en train, y regarder par la fenêtre, et tu vois plus une terre d'être humain. En fait, tu vois plus aucun être humain, tu vois des grands champs et des machines. Si je suis artiste, en fait, mon œuvre principale, c'est mon jardin. Et si je dessine, c'est pour rendre hommage au jardin. En décembre 2024, j'accepte avec plaisir la proposition de Samuel Lewis de venir faire un podcast chez lui en Bretagne, suite à un de mes posts où je mentionnais l'un de ses livres, La Terre et moi, un manifeste écologique. Samuel est un paysan artiste et je dirais aussi un paysan philosophe. Il a fait le choix de consacrer son temps à prendre soin d'une terre qui est devenue, à force de plantation d'arbres, un maillage bocager plein de vie. Et le reste de son temps, il dessine pour rendre hommage à son jardin et à une vision du monde qu'il souhaite diffuser. Être au quotidien en relation très directe avec des êtres vivants lui donne un regard unique sur le rapport de l'être humain au monde et génère un fort élan de transmission qu'il assouvit en dessinant des livres et lors de multiples stages gratuits qu'il propose. Un aspect important que Samuel souhaitait partager dans ce reportage, c'est la notion de cohérence, l'importance que chaque être humain vérifie au quotidien que sa vie est cohérente, que ses paroles sont cohérentes avec ses actes. Dans la première partie, Samuel me fait la visite, assez philosophique je dois dire, de sa ferme, des talus, des prairies, des cultures de seigle, poireaux, blé. Et dans la seconde partie, nous échangeons installés dans le potager, un peu plus en profondeur, sur de nombreux sujets comme ce que la ferme produit, la place de l'argent dans sa vie, ou encore sa vision du travail du sol. Rencontrer Samuel a été une très grande source d'inspiration pour mon cheminement personnel vers un lien plus fort avec la terre, et je le remercie pour ça. Une source de fertilité aussi pour consacrer un mycélien complet. Le mycélien est ma newsletter. Vous pouvez vous abonner via le lien en description de l'épisode. Je disais donc un mycélien complet consacré au remembrement positif. C'est un terme que j'ai inventé, c'est-à-dire véritablement redonner aux champs, aux paysages, les arbres, le bocage, c'est-à-dire les membres qu'on leur a coupés à partir des années 50 avec le véritable remembrement et qui ont véritablement détruit le lien que nous avions avec les écosystèmes. Ce sera le thème du mycélien numéro 22. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et cet épisode fait partie de la série Habiter la Terre de la saison 5 qui a pu exister grâce au soutien précieux de donatrices et donateurs. Aujourd'hui, je remercie du fond du cœur Vincent, Mathilde, Elsa, Marie, Édouard, Mathieu, Alban, Jean-Louis, Pascal et Pierre. Belle écoute.
là, on est sur la place du village parce qu'on fait le battage entre les noyers. En hiver, on fait un feu et on cuisine là quand il fait. En fait, quand il fait beau sur les formations, on cuisine là, on a mangé là sur la petite table pour la formation de 3 jours. Et du coup, les fagots sont là, le bois de chauffage, donc c'est un peu le place central. D'accord, ok. Sur les portes ouvertes, ça se passe là. Donc les fagots, c'est ton bois de chauffage? Oui, bois de chauffage et bois de cuisine. Et pour le four à pain. Mais c'est aussi, moi j'appelle mon tas de fagots, c'est le grand appartement pour les oiseaux. En fait, à tous les étages, tu as des oiseaux différents. Ils adorent nicher. En fait, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui nichent dans des petites branches, tu vois, des arbustes, le rouge-gorge, l'accenteur, le troglodyte. Et en fait, ils retrouvent les branches là, dans les fagots, les mêmes que dans les arbustes, mais ça ne bouge pas dans le vent. Donc, ils adorent. Aujourd'hui, on les fait et range tout de suite. Parce que si je laisse un tas dans le champ, en fait, si je fais et je laisse un tas, en quelques semaines, une fois ça m'est arrivé sur un petit tas, j'ai trouvé 3 nids d'oiseaux différents avec des œufs. Et c'était assez, tu vois, c'est assez pénible quand il faut que tu les déplaces et tout. Donc là, c'est quand on y va qu'on brûle beaucoup de fagots. Oui, ça, donc en vrai, ça va rester là. Oui, on retrouve des nids, on défait les fagots, des nids. Et la mère adore le tas de fagots. Elle a vraiment son nid dedans. Donc ça, c'est impressionnant. C'est les pois cassés. Okay. J'ai jamais fait pousser autant. Et normalement, ils poussent jusque là, donc on a mis des tuteurs. Donc là, on est devant un champ de quelle taille? 250 mètres carrés. Et toutes tes parcelles font cette taille-là à peu près? Moi, j'ai cherché 700 mètres carrés. C'était ce champ-là qui existait déjà sur le cadastre, qui fait 700 mètres carrés, et j'ai trouvé la taille très bon. Okay. Et donc, comme moi je ne connaissais rien, quand j'ai commencé, je me suis dit, bon, j'utilise ce champ comme modèle. Sauf que j'ai oublié que le talus, en fait, parce que je mettais des piquets exact pour 700 mètres carrés, mais après le talus, ça bouffe 2 mètres, un peu de large. Donc mes champs sont finis plutôt à 600 mètres carrés, un peu plus petit. Mais ici, c'est un grand champ. En fait, le talus là, c'est nouveau. C'était trop grand, donc on a découpé. Donc ça fait... Avant, c'était un champ de 600 mètres carrés, maintenant c'est 2 champs de 250, plus le talus. Et les talus, ils datent de 2013. Tous les talus, ça date de 2013. Okay. Donc c'est ici où on va faire la houe. Il y a eu un sanglier ou c'est toi? Ouais, c'est nous qui ont passé hier. Avec la houe? Avec la houe. Et après, vous allez faire quoi? On va semer du blé noir. En fait, j'attends, je sais bien en avance, fin avril. Et le blé noir, je vais attendre 3e semaine de mai. Donc je vais laisser reposer, je vais retravailler à la houe, retravailler les mottes et semer le blé noir. Mais en vrai, ça devait être un champ entier de seigle. Mais les limaces, ils ont bouffé tout ça. J'ai semé 2 semaines plus tard et j'ai eu des limaces qui ont bouffé toutes les plantes. Tu vois les différences entre les deux, c'est impressionnant. Il est vachement beau le seigle. Hein. Mais le seigle est le plus beau. Oh là là. C'est le plus, moi je trouve, c'est le plus... le couleur, c'est presque bleu. Ouais, c'est bleu-vert. Ouais. C'est bleu glauque un peu, enfin vert glauque. Ouais. Et tu vois, c'est une plante qui s'assume en fait. Tu n'as pas... Moi je trouve que les plantes fortes, on a besoin des plantes fortes. En fait, quand tu commences à jardiner, l'un des gros problèmes, que tu as une idée dans ta tête de je veux planter telle et telle chose, et c'est souvent les choses que tu as avec l'habitude d'acheter dans les magasins, mais ce n'est pas les choses qui sont adaptées forcément à ta région. Et c'est le premier problème que tu vas rencontrer. Et que sans doute tu n'es pas bon jardinier, mais en plus, tu vas essayer de faire pousser des plantes qui sont difficiles. Tu vas mettre des arbres. En fait, au début, on avait mis des pêchers, des nectarines, des abricots. J'ai voulu faire pousser du blé, mais en fait,
En fait, ici, c'est les pommes. En Bretagne, c'est les pommes surtout. Et les céréales, c'est le seigle. En fait, traditionnellement, ils n'ont jamais fait pousser du blé en Bretagne. Donc là, on est devant une parcelle de 600-700 mètres carrés? 600, ouais. D'accord. Et donc, les talus, ils ont été plantés en quelle année? 2013. D'accord. Mais ceux-là, on a déjà fait une première coupe. En fait, les deux, en fait. On avait déjà fait une première coupe. Donc ça, c'est... On a coupé après 8 ans, je pense, et ça repousse. Au pied? Oui. Mais ça, c'est en fait pour les petites parcelles, ça c'est vachement important de couper régulièrement le bois. Et en fait, moi, chez moi, dans mon jardin, tout est travaillé. Tu vois, j'ai pas de soi-disant du sauvage. Je trouve que en fait, mes cultures, c'est pas que dans le champ, c'est aussi sur les talus. Les arbres, ils font partie de mes cultures. Oui, le sauvage prend sa place dans le jardin que tu as créé. Mais il y a certains qui me disent, bon, je ne veux pas toucher mes arbres, ils sont sacrés les arbres. Mais moi, je dis, mais mon blé, mon seigle est sacré. Je ne veux pas dire que mon pain n'est pas sacré, mais je fauche mon blé aussi à un moment donné, mon seigle. Et donc, juste parce que c'est pas... En fait, c'est sacré, mes arbres, ça fait partie de ma vie, mais en fait, je les coupe. Et quand tu fais le cépage, en fait, l'arbre régénère. C'est une façon ingénieuse du paysan que ça régénère. Et en fait, un arbre cépé peut vivre beaucoup plus longtemps qu'un arbre qui n'est pas juste en parlant de vie, tu vois. Pour moi, chaque brin d'herbe est sacré. Chaque petite chose. Chaque être vivant, c'est quand même à respecter. Et c'est ça le joie un peu d'un jardin sans intrants biologiques. Des fois, tu es complètement anéanti un peu par les limaces ou des choses comme ça, ils prennent le dessous, mais tu ne les touches pas. Parce que tu ne sais pas les bienfaits qu'ils font non plus. En fait, c'est tellement plus grand que toi. Tu dis qu'il n'y a pas vraiment d'endroit sauvage et que tout est cultivé. Et pourtant, la vie sauvage se déploie énormément quand même. Oui. Donc il y a quand même du sauvage. Oui, tout à fait. À certains endroits, dans certains moments. Non, mais c'est... Et moi aussi. Et toi, tu es sauvage aussi? Non, mais je pense qu'en vrai, quand j'avais 16 ans, je regardais autour de moi et je sentais complètement décalé et dépaysé par rapport à tout le reste. C'est parce que... Et en fait, je me suis dit, l'envie que j'avais pour ma vie, c'est de redevenir sauvage. J'avais dit ça à toute ma famille. Je veux devenir un bête sauvage. Je veux être beau. En fait, pour moi, quand tu vois un chevreuil dans le jardin, c'est beau. Quand tu vois ton voisin, tu ne vas pas forcément dire c'est beau. Mais pourquoi l'être humain n'est plus beau dans la campagne? Donc moi, j'avais cette envie, en fait, pourquoi je ne suis pas beau? Je veux être beau et je veux être sauvage. Donc tu es devenu paysan pour être sauvage? Je ne savais pas que j'allais devenir paysan quand j'avais envie de devenir sauvage. Et je pense dans ma tête, c'était de faire rien dans une cabane, dans le coin du jardin, tu vois. Et c'est en faisant partie, en étant acteur, en fait, tu deviens le bête sauvage, tu vois. Je gratte, j'arrache et je suis dans mon élément, tu vois. Je pense que j'ai encore du chemin à faire, mais j'ai ce petit truc pour le sauvage. Donc c'est drôle que tu me parles du sauvage, parce qu'en vrai, c'est ça le but de ma vie, c'est d'être le bête sauvage dans son territoire. Mais c'est quand même, on est quand même l'être humain ici, dans l'Europe de l'Ouest, on est quand même le plus gros bête, le plus gros mammifère. Et on est un peu l'acteur majeur. Moi, je vois qu'il y a des petits animaux qui vivent grâce à moi. C'est comme l'oiseau qui nettoie les dents de l'hippopotame. Tu vois, il vit un peu dans le sphère de ce gros mammifère. Et moi, je vois que c'est ça qui est beau, en fait. Moi, je trouve ma place dans la nature. Mais vu que je suis gros, en fait, je fais la vie pour plein d'autres choses.
Je suis un peu le dieu pour ces petites bêtes en fait. Et un jour, je dis, je fais ça, mais après, en hiver, je travaille mon sol. Le rouge-gorge, je viens, ouf, ça mange des choses en fait, parce que la terre est gelée, mais quand je travaille, donc... Sauf que Dieu, tu dis ça, mais sauf que s'il n'y avait pas les bactéries qui vivent dans tes intestins et la terre, tu serais bien dans le caca. Mais oui, non, mais je suis d'accord, mais des fois je pense ça quand en fait, un agriculteur donne la vie et la mort. Et c'est ça que je trouve que c'est un peu le rôle de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'est pas ça? Pour moi, Dieu n'est pas ça, en fait c'est la nature. Et c'est d'être sauvage, c'est aussi être acteur. Et moi je donne en fait certaines choses, je supprime en tant qu'agriculteur, je dis non, c'est pas bon, le canneporte, j'arrache. Et d'autres choses, je sème. Et donc, on fait partie un peu du système du... Et puis tu es, en tant qu'humain, tu es le seul être vivant à pouvoir prendre la décision de le faire et de savoir ce que ça va faire à l'avenir. Le rouge-gorge, lui, il suit son instinct, il ne se projette pas dans 10 ans. Toi, tu peux te projeter et tu peux décider de régénérer cet écosystème, ce qui change par rapport aux autres animaux. Et, oui, et c'est fou parce que on est le seul animal qui peut se projeter. On est le seul qui, en fait, on a créé un monde dans lequel on n'a plus d'avenir. Et il me semble qu'on n'est plus capable de rendre compte, en fait, qu'il n'y a plus d'avenir dans toutes nos pratiques. C'est un podcast, donc il n'y a pas de visuel. Je mettrai quand même quelques photos sur un petit article en lien. Et il y a aussi la vidéo de l'archipel. Okay. Que je pourrais mettre en lien parce que les gens auront peut-être envie d'avoir une idée de à quoi ça ressemble. Tout à fait, ouais. Mon but, c'est pas de refaire l'archipel, c'est d'aborder d'autres sujets. Ouais. Donc voilà, là par exemple, ton champ de seigle, il y a du poil. Ça, c'est le blé des printemps. En fait, ça devait être un chantier, mais les limaces sont bouffées encore. Tu as construit toutes les clôtures en plessage. Oui, voilà, contre les chevreuils. Et en fait, chez nous, ça va jusqu'au talus. Pour comprendre, en fait, c'est un grand champ plat en bas de la route jusqu'au talus. 3 hectares? En fait, ici, c'est une parcelle d'1,5 hectare. On a un peu de terrain sur l'autre côté de la route qui est humide. C'est conventionnel. Un champ d'1,5 hectare, c'est assez petit. C'était maïs, rotation maïs, blé, colza. Je ne connais pas beaucoup sur l'agriculture conventionnelle. Peut-être ça varie, tu vois, d'endroit en endroit, mais en fait, en reprenant ce champ-ci, j'ai compris un petit peu, qui n'est peut-être pas le cas partout, mais ce qui m'a étonné, comment vraiment, en fait, la terre était complètement morte. Quand on a repris le champ, la première année, il y avait l'herbe qui poussait assez haute. Et on s'était dit, bon, c'est super, on aura des choses tout de suite. Et l'année suivante, c'était moitié taille. Et l'année d'après, il n'y avait quasiment rien. Et quelqu'un me dit, bon, ça bouffe le reste de l'azote qui reste sur la terre. Et après, ça redevient comme il était dans les premières années. Et en fait, tous les ans, il y avait de moins en moins. Et après 3 ans, il y avait la lierre et la mousse. Donc c'est les premiers stades de la vie, quoi. Oui. Et moi, je pensais en fait que j'avais pris un champ, tu vois, des terres, mais en fait, il y avait la lierre et la mousse. Et les gens, après, j'avais des amis qui m'ont dit, tu vois, de faire labourer, de semer un truc ou de mettre des BRF. Mais d'abord, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas les machines, et ça ne me semble pas très juste. Pour moi, ça ne me semble pas très juste de prendre, et pas très logique. En fait, si c'était vrai que cette terre était tuée, sans doute c'était le cas de partout. Donc pour moi, de prendre d'ailleurs pour gérer ma terre, c'était pas très juste. En vrai, j'ai décidé de rien faire. J'ai fauché tous les ans. Je fauche tous les ans, toujours. Tu as fauché et tu as laissé le foin dessus. Première année, on a fait faucher par un tracteur. Mais je commençais à cultiver un peu en bas et moi je voulais l'herbe pour mettre sur mes parcelles cultivées. Et vu que le tracteur broyait l'herbe, moi je me suis dit bon, il faut que je coupe ça moi-même. Mais
on avait acheté un moto faucheuse. Mais chaque fois que j'achète de l'outil, ça tombe en panne, tu vois. Le mécanique, c'est pas mon truc. Et du coup, on dépense l'argent, ça tombe en panne. Tu dis, bon, je répare, je paye pour réparer ça, c'est encore 1000 €. Et c'est juste pour couper l'herbe, en fait. Je ne vais pas faire de revenus. Donc, c'est ridicule. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on a sorti les faux. Et on a rendu compte qu'en fait, 1,5 hectare, c'était beaucoup de faucher à la main. Et ce n'était pas très agréable. En fait, tu sentais complètement dépaysé. Ce grand champ, ce n'était pas un paysage d'un être humain. C'était un paysage d'un tracteur. En fait, moi, je vivais dans l'habitat d'une machine. Toutes les entrées, c'était la taille d'une machine. C'était plat en fait, c'était plat et carré pour que les machines puissent faire ça facile et vite. Il n'y avait pas d'arbres autour. C'était idéal pour une machine, mais pour un être humain, ce n'était pas adapté. Et moi, je sentais, en fait, si j'avais pas envie de bosser dans le champ, c'était parce que ce n'était pas mon habitat. Et d'où est venue l'idée de couper les champs, le grand champ dans les petits champs. Et c'est ça qu'on voit, en fait, ce n'est pas les gros talus, c'est les petits talus. Encore, c'est parce qu'on a fait ça à la main, avec de la houe et la forge pêche. Donc la terre venait juste des deux côtés. Mais j'ai constaté que même une petite butte, ça fait l'effet d'éviter le ruissellement. En fait, ça capte l'eau. Et moi, je trouvais que les arbres poussaient mieux sur le but que quand ils étaient juste en plein champ. Peut-être parce que je mets un peu d'air dans le sol, peut-être en faisant la butte, et j'ai une terre argileuse qui est compacte, très facile. Mais mes arbres prenaient mieux. Donc, ouais, en fait, on a coupé, je ne sais pas, ça fait 1,5 hectare en 14, 15, en 21 champs, je pense, en total. 21 parcelles. Tu as remembré à ta manière. Oui, ouais, j'ai déremembré, moi j'ai fait ça, le déremembrement. Tu as membré. Membré, ouais. On a mis les membres dans la terre, la terre, c'était... Tu lui as redonné son corps humain. Ouais, c'est ça. Son corps terrestre. Il n'avait pas de bras ou de jambes. Même de poumons. Non, c'est ça. Et ouais, c'était une petite révolution. Au début, avec mon père, on s'était dit, on remet à nous deux. Après, on a pris la folie des talus, donc on avait juste tout découpé. Parce que des fois, tu fais un truc et en fait, tu dis, mais il a du sens. En fait, même le jour même, en fin de journée, tu dis, bon, c'est vachement mieux. Donc, tu sais, je peux continuer. Donc, pendant l'hiver, on avait fait des petits buts partout et commencé à planter des arbres. Donc là, on vient de marcher dans une succession de petites parcelles de prairies. Ils sont en prairie depuis combien de temps? 16 ans. 16 ans. Elles sont au repos en fait. Sauf que je fauche tous les ans et j'enlève tout ce que je fauche. D'accord, mais du coup la terre doit s'épuiser. Mais c'est ça qu'on aurait pu imaginer. Mais il me semble qu'en vrai, la nature est vraiment généreuse. Et moi, moi j'enlève parce que je n'ai pas trop de choix. Parce que mes terres que je cultive, j'ai besoin de mettre la matière organique. Donc j'ai fait ce choix de faucher et enlever. En même temps, regardant l'herbe et voir si ça régénérait ou si c'était l'inverse. Mais en vrai, tous les ans, l'herbe est plus haute et plus gras, plus épais. Ici? Sur toutes les parcelles que je fauche et enlève une fois dans l'année. Il me semble que de faucher et enlever une fois n'est pas trop. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pris tellement de la terre qu'on ne sait pas ce qu'on a autorisé prendre. Tu dis, bon, je laisse tout en sauvage parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser. Et peut-être ça varie d'endroit en endroit. Mais moi, j'ai vu qu'en coupant une fois et en enlevant, la terre, en fait, il a tout un écosystème. Et apparemment, en fait, les vieilles pâturages, ils étaient un peu épuisés. En fait, quand l'herbe est épuisée, tu as plus de fleurs sauvages. En fait, des fois, peut-être l'herbe s'épuise un peu, mais tu as d'autres espèces qui prennent le relais. Moi, je me voyais un peu comme commencer à jardiner dans un désert. Tu vois,
c'est un peu l'urgence. Je n'avais pas trop la liberté de dire, bon, je laisse tout ça en sauvage parce que j'avais besoin de toute la matière organique pour remettre sur ma petite carré de céréales et de légumes. C'est vrai que moi, en tant que... Tu veux que j'apporte mon regard, du coup, ça m'interloque, enfin, ça me questionne. Parce que la plupart des... Enfin, la prairie a coévolué avec les ruminants. Toi, tu fauches, donc tu broutes. Oui. Mais tu n'apportes pas tes bouses, Non. il me semble. donc c'est vrai que le ruminant, il va activer la pousse de l'herbe avec sa salive, avec... Je crache un peu quand je fauche. Tu fais pipi aussi peut-être bon. Je fais pipi, moi je bois du cidre toujours quand je fauche. Donc, Alors c'est peut-être ça qui fait que la terre est contente, il y a une touffe un peu plus verte là-bas. Non, mais en vrai, quand je fauche, je vois plein de vie. À ce moment, c'est sorti des fourmilières partout. Mm-hmm. Donc, les ruminants, ce n'est pas les seules bêtes. Après, j'ai beaucoup de chevreuils aussi, mais après, voilà, donc, si les chevreuils passent, qu'ils apportent aussi un peu de fertilité, mais bon, c'est pas 10 chevreuils non. qui sont là régulièrement. Mais en même temps, c'est brouté beaucoup moins sévèrement qu'un ruminant. Oui. Parce que je fauche une fois dans l'année et c'est vraiment, je pense, c'est... Oui, donc ces prairies-là sont ouvertes à la biodiversité. Oui. Donc, alors que tes prairies de céréales ne sont pas ouvertes à la biodiversité. C'est une autre biodiversité. Oui, non, mais elles sont pas ouvertes aux ruminants, en fait, c'est ça que je veux dire. Ok, oui. Oui. Alors donc ici, tu peux avoir un peu de ruminants sauvages. Pour moi, c'est pas. Oui, mais pour moi, c'est pas ça qui fait la différence. En fait, c'est vrai que pour moi, il y a juste tellement de vie par rapport à avant. Mais en fait, dans une prairie comme ça, il n'y a pas de gros bêtes. Mais en fait, tu as des centaines de milliers de micro-choses qui sont sur cette parcelle. Et il y a les arbres qui apportent leurs feuilles. En plus. C'est très important parce que là, c'est une toute petite parcelle, donc il y a une sacrée quantité de feuilles. Et les racines, oui, les feuilles et les racines, moi je pense que c'était ça qui était important. Parce que les feuilles... Mais en même temps, moi je pense qu'il y a quand même il y a beaucoup de vie qu'on ne voit pas. Tu peux voir une vache sur une parcelle, tu dis bon, il y a une bête sur une parcelle, mais quand tu n'as pas de ruminants, en fait, les vers de terre, les fourmis, des micro-choses qui sont là dans le sol, qui font caca et pipi, en fait... que tu déranges plus. Oui. Parce que tu laboures plus la terre. Alors que là-bas, comme tu déranges, tu compenses en apportant finalement un peu de matière aussi extérieure. Oui, mais des fois, de déranger booste aussi. En tout cas, c'est un gros débat parce que la plupart des gens qui verraient une prairie sans animaux qui est fauchée, exportée, diraient elle va s'épuiser. Moi, j'aimerais bien faire un jour une comparaison, tu vois, entre ces terres-là et les terres de tes céréales, en analysant une motte, en comptant le nombre de vers de terre. Tu vois. Mais en vrai, en fait, tu dis que le ruminant fait pipi caca sur le champ. Mais aussi, tu as le foin. En fait, ça c'est juste une partie de la vie du champ. Parce que aussi, tu as le moment où le foin est coupé. Et le bête, traditionnellement, il mange ça en stabule. Et le fumier est répandu sur les champs de céréales. C'est ça une autre question que les gens me demandent. Moi, je parle pour un pâturage permanent, c'est-à-dire où les animaux sont tout le temps dehors. Mais ici en Bretagne, en fait, traditionnellement, il avait la vache en stabule pour beaucoup de temps. Et le fumier, il l'utilisait pour mettre sur les terres. Donc, c'est juste une partie de la vache qui est finie sur la parcelle. Et un agriculteur devrait regarder sa terre et est-ce que ça améliore, surtout quand tu n'as pas d'intrants, parce que quand tu as d'intrants, tu ne sais pas trop. Tu peux mettre un peu d'engrais. Donc toi, sur tes terres de céréales, comment tu vois qu'elle s'améliore la terre? C'est plus facile à travailler parce que la terre est en fait à la houe. Tu es vraiment susceptible, tu ressens. Si la terre est dure, ici il y a d'air dedans. En fait, quand il y a l'air dedans, c'est parce que c'est les insectes et les animaux qui ont mis l'air dedans, tu vois. Et donc, tu es très, très sensible à ça. Et donc, moi, je vois que c'est plus serré.
Après, c'est ce qui pousse aussi, tu vois, les rendements. Mais en vrai, depuis le début, on a eu des bonnes patates. Même quand la terre était dure comme du béton, on a fait des bonnes patates dès le début. Tant mieux, parce qu'on avait de quoi manger. Donc ça, c'est des fois un peu déceptif. Tu peux avoir une année qui est nulle, mais ce n'est pas ta terre, c'est le météo. Mais je pense, pour moi, c'est surtout la texture de la terre qui me fait penser que la terre est meilleure. Donc là, on passe au-dessus d'une haie que vous venez de tailler. Oui, l'année dernière, l'hiver dernier. Un noisetier de 13 ans. Oui. Que vous avez recépé au pied. Oui. Donc il y a quasiment plus de haies, sauf quelques chênes. On a laissé les chênes. Traditionnellement, il faisait comme ça, les noisetiers, tu coupes au ras du sol. Et les chênes, tu faisais un peu le même, mais émondé. Ouais. Tu tailles toutes les branches, sauf le petit toupet en haut. Oui, mon voisin me disait, tu laisses le petit tronc pour le coucou à percher. Mais des fois, tu vois des choses avec des têtes coupées. Oui. Mais ici, c'était toujours, on laissait le cime, comme tire-sève. Et c'est ça le modèle que je cherche le modèle qu'il faisait ici. J'ai écouté les anciens, je me disais, bon, je commence avec ça. Au fur et à mesure des années, est-ce que tu te sens différent quand tu te balades dans les champs? Alors, qu'est-ce que tu ressens par rapport à quand il n'y avait pas d'arbres ou quand ils étaient tout petits, par exemple? Ce printemps, je suis vraiment épaté par la beauté. Je pense que c'est mon rêve, en fait. C'est mon rêve, c'est beau. Je suis artiste et j'adore quand c'est beau. Après, quand on a mis les talus en place, on était content, mais ce n'était pas vraiment beau. Parce que c'était comme un champ plat avec des petites buttes de terre. Mais là, cette année, en fait, je suis complètement épaté, en fait, par les fleurs, les micro-parcelles, je ne sais pas. Moi, je sais trop. J'ai dit, bon, en 10 ans, tu vois, je ne peux pas imaginer comment ça serait beau. En fait, j'ai dit, bon, en fait, je pense pour le reste de ma vie, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est de couper mes haies et travailler mes champs. Tout est en place. Et si je fais comme ça sera de plus en plus beau. Non, je suis content. Je suis juste archi. Quand je vais là, je suis archi content. Je dis bon, c'est vraiment, c'est beau. Tu fais pas que de l'art sur le papier, quoi. Non, mais c'est surtout pas moi. En fait, si je suis artiste, en fait, mon œuvre principale, c'est mon jardin. Et si je dessine, c'est pour rendre hommage au jardin. Donc ça, c'est, tu vois, la défense que je faisais. Mais c'est un peu compliqué. Tu vois, j'avais fait ça. Mais après, j'ai du grillage pour moutons. Mais c'est juste, j'ai ça, mais je teste d'autres moyens qui sont complètement naturels. Mais en vrai, c'est le prunellier qui est très bien et tu peux mettre ça par-dessous, mais je n'ai pas assez. J'ai fait l'erreur de couper tout mon prunellier au début. Les ronces, c'est pas, en fait, pour les chevreuils, en fait, ils bouffent les ronces et quand, en fait, ça tasse vite parce que le chevreuil, il faut que l'arbre puisse arriver là avant que le chevreuil le laisse tranquille. En fait, il faut que j'ai plus de prunelliers. Je vais planter plus de prunelliers. Ou des feuilles d'acacia, du robinier ou des choses épineuses. Donc on va faire tout le talus comme ça. Donc ça c'est du foin, tu vois, ça c'est du foin qu'on avait coupé. Donc il reste là combien de temps? Oh, il a 1 an. On va étaler cette année, je pense, sur les champs. C'est juste on coupe l'herbe, on n'a pas de place pour l'étaler, donc on fait un meule. Mais ça montre qu'en fait, on a de plus en plus d'herbe, la terre est de plus en plus riche parce qu'on a tout ça en réserve. Ça c'est l'année dernière. Donc ça c'est qui est le but un peu, c'est qu'on commence à avoir la réserve. Donc l'herbe donne de plus en plus? Oui. Non, mais il y a certains champs que je laisse en jachère 1 an. Je coupe tous les 2 ans parce que j'ai trop à faucher et j'ai pas besoin de tout. Donc, Mais je suis content que tu es venu quand les pommiers sont en fleurs parce que là, les pommiers, ils m'étonnent, ils sont super beaux. Ouais, on va voir ça, on va voir le potager. Après, on aura vu les cultures. Donc tu cultives des patates, du pois cassé, du seigle, du blé, et des haricots secs et du blé noir. En gros, j'essaie de faire une rotation de 4 ans.
Mais ça c'est en train d'évoluer parce que je découvre de nouvelles cultures et il y a certaines cultures que je laisse tomber parce que j'arrive pas à faire avoir un bon rendement. Donc c'est quelque chose qui évolue, mais pour l'instant, ouais, je suis sur patates et haricots, puis blé noir, puis seigle. Mais c'est les seigles, en haut c'est moins bon, en bas c'est mieux. Ouais, ça se voit. Ça c'est le blé, pour l'instant c'est assez beau. Mais le blé c'est toujours aléatoire. Ça c'est mon orge nu, je teste. C'est une variété spéciale, rare, donc je teste. Que tu as récupéré où? C'est un stagiaire de Belgique qui m'avait apporté il y a 2 ans. Donc ça c'est l'ail éléphant. Tu connais l'ail éléphant? C'est une croisement entre l'ail et les poireaux. C'est un croisement entre l'ail et les poireaux. Mais ça te fait une grosse boule avec un ail un peu grossière. Mais... Donc ça c'est le blé de printemps. On avait des herbicides à la main hier et avant-hier avec mon père. Tu vois, il y a 10 ans, si tu m'avais dit est-ce que tu vas désherber 150 mètres carrés sur tes genoux de céréales, j'aurais dit jamais, tu vois. Moi, un être humain, tu vois, avec l'humanité qui fait tellement de progrès, en fait, j'ai des meilleures choses à faire que de rester sur mes genoux sur 150 mètres carrés désherbant mon blé. On a des sarcleuses, on a des binettes, des trucs comme ça, mais en fait, petit à petit, tu deviens addict. Au désherbage? Mais d'avoir des beaux cultures. Ah oui. Donc tu dis, bon, tu comptes pas tes heures, tu dis, c'est... Non, mais c'est d'avoir l'œil en fait. C'est vrai qu'au début, j'avais un champ de blé. Quand ça commençait de partir dans les mauvaises herbes, j'étais là comme, ah, je ne sais pas quoi faire. Et je ne faisais rien. Et là, c'est juste, ça devient naturel. Je me mets sur mes genoux et je désherbe. Mais je pense que on a la tête aujourd'hui toujours ailleurs. Avec la société d'aujourd'hui et les technologies, ça nous tire en mille directions. On n'est jamais là en vrai. Ni pour les gens, ni pour ses cultures, ni pour son jardin. Et après, c'est pas étonnant que ça finit. Pour moi, c'est ça. On n'a plus de jardin. On est toujours ailleurs. On est appelé partout. On n'habite plus la terre. On n'habite plus la terre. Et le résultat, c'est les machines. En fait, si tu balades, en fait, si tu voyages et tu regardes, en fait, je suis allé à Paris en train, j'ai regardé par la fenêtre. mais c'est moche, tu vois. Mais tu vois plus une terre d'être humain, en fait. Tu vois plus aucun être humain, tu vois des grands champs et des machines. Quand j'avais 15 ans, en fait, on baladait beaucoup avec mes sœurs. Mais après, tous les ans, on voyait un talus de moins, un arbre de moins. En fait, c'était moins beau tous les ans. Tous les ans, c'était un truc cassé. Je ne faisais pas beaucoup de jardin à l'époque et en fait, ça m'a rendu fou. Et je me suis dit, en fait, je ne vais plus bouger. Je vais rester sur place et je vais créer une chose à mon image, quelque chose que moi je veux voir les autres faire, tu vois. Au lieu de critiquer, je vais essayer de mettre mes idées en pratique. Et c'est ça que je fais, en vrai. Je reste un peu sur place et je bosse sur vraiment un micro-truc. Et pour voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Et évidemment, ça évolue beaucoup depuis mes idées de base. Au moins, je suis entouré par quelque chose qui est beau. Et je sais que en fait, sur un niveau planétaire, ça ne fait aucune différence, tu vois. Si j'avais un souci pour la santé de la planète, de mes 4 hectares, le fait que moi j'ai quelques fourmis de plus, en fait, ça ne fait aucun effet sur le truc global. Mais au moins, ça montre que c'est possible. C'est un petit bout de la planète quand même, où il y a de la vie. Oui, Et ça donne envie à d'autres de le faire. Et s'il y a quelqu'un qui le fait à 10 km, il y a des oiseaux qui vont pouvoir... Peut-être à la fin, ça sera ça. Peut-être ça sera l'inverse. Peut-être ça sera... Je vais mourir et mon voisin va venir avec un pelleteuse. J'ai demandé à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, combien de temps, en fait, il avait passé dans une entreprise de TP. J'ai dit, en fait, il m'a dit, je lui ai demandé combien de temps ça prendrait pour un pelleteuse, en fait, de casser tout,
Oh, facilement dans une demi-journée avec un gros pelleteuse. Avec un mini pelle, il m'a dit oh, peut-être une semaine ou deux quand même. Mais un grand pelleteuse, facilement une demi-journée. Mais je savais bien, tu vois, c'est éphémère. L'une des raisons que je fais du jardin, c'est pour... c'est pas juste pour me nourrir, tu vois. Il a un aspect sociétal. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Pour moi, je suis quelqu'un... Je ne sais pas, peut-être c'est quelque chose de notre génération, mais j'ai été subi à beaucoup de trucs de sensibilisation des enfants à la nature quand j'étais petit. Ça rentrait direct dans ma tête et je pense que ça m'a donné plus envie. C'est fou parce que tu sensibilises les enfants sur la planète, mais quand ils sont ados, en fait, il n'y a pas de suivi. C'est bon, tu vas à l'école et tu prends un job, mais en vrai, en vrai, pour moi, je ne vois aucun job, aucune industrie qui est bien pour la planète. Vraiment bien, tu vois. À part être paysan, quoi. Oui, mais je suis paysan, mais en fait, je ne gagne pas l'argent. Pour moi, si je suis un paysan vivrier, mais si j'avais un métier de paysan, pour moi, je serais obligé de sacrifier un peu ma terre pour l'argent. Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est ce que je veux. En fait, je vais t'avouer quelque chose. L'autre jour, j'étais chez le kiné. Je lui disais que agroécologie voyageuse, c'était un oxymore. Parce que agroécologie, c'est ancré. Ouais. Voyageuse, tu voyages. Ouais. Et moi, j'arrive pas à me poser, pour l'instant. Et il me disait, mais en fait, tu refais l'histoire de l'humanité dans ta vie. Parce que l'humanité était semi-nomade. Et avec l'agriculture, elle s'est ancrée près des fleuves, ouais. Il fallait stocker, ouais. Tu connais l'histoire de l'agriculture. Et du coup, et après les gens sont devenus paysans, alors évidemment il y avait toutes les histoires de pouvoir, avec les seigneurs, enfin les paysans n'ont jamais été totalement libres, mais ils étaient quand même un peu libres, enfin tu vois, ouais. Je connais pas toute l'histoire de la paysannerie, mais c'est triste. C'est très triste, et en tout cas, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que toi, tu arrives à faire ça parce que tu as trouvé un mode de vie qui te permet d'avoir un certain équilibre où tu te tues pas à la tâche au point d'en être dégoûté et d'avoir envie d'arrêter. Tu prends soin de la terre et en même temps, tu as trouvé un rythme où tu te sacrifies pas. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que tu ressens. Oui, plus ou moins, ouais. Après, j'ai gardé ma vie assez simple par rapport à d'autres. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que je fais un burn-out vite. Ouais. Et donc pour l'instant, tu vois, les gens me demandent pourquoi tu n'as pas de bêtes. Et en fait, c'est parce que si j'avais une vache, la vache serait prioritaire sur mes terres. Et si la vache avait faim et j'avais pas assez d'herbe, j'irais acheter de l'herbe, en fait, du foin. Mais j'ai pas envie. Si c'est moi, je dis, bon, je mange un peu moins, ou tu vois, je mange autre chose. Mais je sais que c'est un peu la pression. Quand tu es avec d'autres personnes aussi, en fait, c'est eux qui sont prioritaires. Mais en vrai, quand tu es sur un désert, en vrai, il n'y a rien à bouffer, Tu ne peux pas juste dire, bon, il faut que miraculeusement je sors des choses. Même pas quelques poules pour le plaisir. Mais en vrai, ils bouffent du grand. Pour le plaisir, mais... Qu'elles donnent 2-3 œufs par semaine, tu vois. Après, si j'avais des poules, ça serait pour des œufs. Et si j'avais des... Donc, on va les protéger, après c'est fini. Oui, donc tu es quand même producteur. Hein. Oui, pour moi, pas d'effort sans fruits. Je suis un paysan. Si j'ai pas de fruits, je m'épuise. Il faut que l'acteur est un peu nourri aussi. Et voilà, cette première partie du reportage chez Samuel Lewis est terminée. Dans la deuxième partie, Samuel m'emmène au potager pour poursuivre notre échange installé sur un talus. On échange notamment sur les rendements de la ferme, la cohérence de son mode de vie, la place de l'argent dans son quotidien, l'agroécologie selon lui,
ou encore sa vision de comment se sentir bien dans un monde qui va mal. Le podcast Agroécologie Voyageuse est indépendant. Vous pouvez soutenir les prochains épisodes en faisant un don sur le lien Tipeee en description de l'épisode. Ça me fera vraiment plaisir et ça me permet de pérenniser mon travail. À bientôt et n'oubliez pas de mettre les mains dans la terre régulièrement, elle en a vraiment besoin et ça vous fera beaucoup de bien.